Bonjour, mesdames et messieurs. Et avant cela, il faut dire qu'avant-hier, nous lui avons correctement émis une note pour l'inviter à un débat public et sans filtre. Et ce débat est toujours maintenu. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, je le dis pour essayer de clarifier les choses. Cela contribuera aussi à la liberté d'expression. Venir dire ce qu'on sait avec des preuves à l'appui, c'est vraiment important. Et donc, il ne faudrait pas qu'il pense que c'est limité à sa seule personne. S'il n'en a pas du tout les compétences, il peut s'attacher les capacités des personnes plus aguerries intellectuellement que lui pour essayer de venir soutenir sa thèse ou bien ses affirmations. Et donc, mesdames et messieurs, comme vous le savez, Damona Picasse et Hippo Lagui ont été entendus ce vendredi 24 février 2023. Et ils ont été entendus par le procureur Adou Richard Christophe et ils ont été placés sous contrôle judiciaire. Mais bizarrement, ils ont été mis en liberté provisoire dans l'affaire de l'attaque du camp de Ndotré. Et donc, on attend de voir la suite des événements. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, il faut savoir que l'attaque de Ndotré a eu lieu dans la nuit du 20 au 21 avril 2021, aux environs de 1 h du matin. Il y a des groupes de Libériens avec quelques Ivoiriens qui se sont lourdement armés et qui sont allés attaquer le camp de Ndotré. Et vous vous souviendrez, et lorsque ces éléments-là ont été, ces brigands, ces antisociaux, ces anarchistes, ont été mis hors d'état de nuire, et il y a quelques-uns aussi qui ont été arrêtés. Et donc, après des vérifications, il y avait eu des preuves qu'on avait mis à l'époque et on avait même retrouvé certains qui étaient déjà même neutralisés ou certains qui avaient été pris, qui avaient des documents sur eux et le nom de Lida Kwasi et autres était bien cité. Mais maintenant, comme je vous le disais, au fur et à mesure que les enquêtes se sont poursuivies, aujourd'hui on apprend donc que Damona Picasse ainsi que Hippo Lagui ont été fortement cités. Et c'est pourquoi ils ont donc été mis, comme je le disais, sous contrôle judiciaire. Mais bizarrement, ils ont été mis en liberté. On ne sait pas pour quelle stratégie, donc on attend toujours de voir. Et donc il faut dire que les bilans de cette attaque avaient été vraiment tristes, puisqu'on a dénombré 3 décès par balle et l'interpellation de 33 personnes qui ont été tous placés et inculpés en détention préventive. Il faut dire aussi que selon le communiqué du procureur Adou Richard qui est ressorti, des interrogations et des auditions de ces personnes, il ressort que ces attaques étaient le fruit d'une conspiration entre combattants ivoiriens et libériens. Les éléments de l'enquête laissant croire que l'implication des sieurs Damana Adia Picasse et Hippo Lagui dans les faits poursuivis, ces derniers ont été convoqués par le magistrat instructeur pour être entendus. Bizarrement, comme je le disais, en dépit de l'extrême gravité de ces faits, ils ont été inculpés certainement, mais placés sous contrôle judiciaire et laissés en liberté provisoire. Et ça, c'est un communiqué du procureur Adou Richard qui le dit. C'est vraiment étonnant et on attend de voir la suite parce qu'on ne peut pas parler pour parler. Peut-être qu'ils ont leur propre stratégie. Mais toujours est-il que si l'on s'en tient quand même à beaucoup de réalités et on observe correctement, vous pouvez voir par exemple hier sur Kwasi, il y a un sondage qui a été lancé et ce sondage-là posait une question simple. Damona Picasse vous apparaît-il comme un potentiel agent déstabilisateur de la Côte d'Ivoire? Et il y a 5042 personnes qui ont eu à réagir. Et sur les 5042 personnes, il y a 118 personnes qui sont restées sans avis, ce qui fait 2%. Il y a 1739 personnes qui disent non, Damona Picasse n'est pas un agent potentiel de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Bizarrement, il y a 63% sur les 5042 personnes qui ont participé. Il y a 63% qui disent oui, Damona Adia Picasse est effectivement un agent de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Et donc, pour ceux encore qui sont sceptiques ou qui auraient encore quelques appréhensions, nous on l'a toujours dit ici, ces gens-là ne sont pas là pour faire de la politique.
Ils sont là pour de la violence pure, pour du brigandage, du banditisme. Malheureusement, seuls les dirigeants actuels n'ont pas compris cela et sont dans les compromis les plus incompréhensibles. Et on prie Dieu pour que ces malfaiteurs soient mis hors d'état de nuire. Sinon, en réalité, on ne peut rien faire pour essayer de repêcher ces personnes-là. Elles sont dans leur propre monde, engagées dans un cycle de violence, et tant que leurs objectifs ne seront pas atteints par la violence, ces personnes ne vont jamais permettre à la Côte d'Ivoire de vivre en paix. Le deuxième sujet concerne la Centrafrique. Les États-Unis engagent une stratégie pour évincer d'Afrique les mercenaires du groupe Wagner. Et donc, c'était un article du journal Le Monde. Il faut dire que dans la conquête, ou si vous voulez, dans le positionnement mondial, en tout cas, nous sommes du côté des États-Unis et nous n'allons pas nous en cacher. Je crois même qu'il était un peu trop tard. Si on peut bouter, neutraliser Wagner hors de l'Afrique, ce serait la chose la meilleure. Et donc, Washington propose à Bangui, c'est-à-dire à la Centrafrique, de former son armée et d'accroître son aide humanitaire en échange du renvoi des paramilitaires russes de la République centrafricaine. La proposition a les apparences d'un marchandage assez classique, dont les termes pourraient se résumer ainsi. Nous avons beaucoup plus à vous offrir, mais rompez d'abord avec vos alliés actuels que sont les Russes. Selon les informations du journal Monde, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra s'est vu remettre mi-décembre 2022 par l'administration américaine un mémorandum lui exposant les bénéfices qu'il aurait à se séparer des paramilitaires du groupe Wagner et les conséquences qu'il encourait à maintenir son alliance avec eux. Transmise en marge du sommet États-Unis-Afrique qui s'est tenu à Washington du 13 au 15 décembre 2022, cette offre aurait été préparée par le National Security Council, institut rattaché à la présidence américaine et destiné aux questions de politique étrangère et de sécurité nationale. Il ne s'agit pas d'un ultimatum en bonne et due forme. Les États-Unis donnent, selon nos sources, un délai de 12 mois au chef d'État centrafricain pour prendre ses distances avec les mercenaires russes de Wagner qui, après la signature d'un accord officiel entre les deux pays, ont commencé à se déployer début 2018. Désormais dirigé à Bangui par un ancien de la Légion étrangère, Vitali Perfilev, les hommes d'Evgeny Prigojine ont, après la sécurité rapprochée du président Touadéra et l'appui à l'armée centrafricaine, étendu leurs activités à l'exploitation minière et forestière, la sécurisation des convois, le contrôle des douanes et même la production de vodka et de la bière locale. Une emprise grandissante qui s'accompagne de multiples exactions rapportées par les organisations de défense des droits humains. Dans sa stratégie de faire obstacle à la capacité du Kremlin à armer et équiper sa machine de guerre qui mène une guerre injustifiée contre l'Ukraine, le Trésor américain a ajouté le 26 janvier plusieurs noms sur la liste des personnalités et d'entités sous sanctions financières. Un ancien conseiller de la sécurité à la présidence centrafricaine, Valéry Zakharov, le chef de la communauté des officiers pour la sécurité internationale, Alexandre Ivanov, Sewa Security Services, une société contrôlée par le groupe Wagner qui assure la protection des hauts responsables du gouvernement centrafricain, et Kratol Aviation, qui permet à Wagner de déplacer du personnel et des équipements entre la République centrafricaine, la Libye et le Mali. Mais, s'ils décrivent désormais le groupe dirigé par Evgeny Prigojine comme une organisation criminelle transnationale de grande envergure,
les États-Unis ne ferment pas la porte à des discussions avec ceux qui souscrivent à ces services. Une différence notable avec la France, qui a justifié le départ de ses soldats et l'arrêt de ses programmes d'aide à la Centrafrique et au Mali par la présence des paramilitaires Wagner dans ces pays. Et la source du document s'est tirée du journal Le Monde. Ce sont des articles simples à comprendre et nous avons déjà largement expliqué comment ces choses-là fonctionnent. Et donc, pour que nous puissions gagner en temps, on va progresser pour passer à d'autres nouvelles, mais beaucoup plus intéressantes. C'est toujours l'effort du gouvernement à lutter contre la vie chère. Et le gouvernement a décaissé 2 milliards pour soutenir les boulangers et garantir les prix du pain. Donc, si le prix du pain augmente dans ton coin, tu sais ce qu'il faut faire. Le 143 existe pour cela. Le gouvernement a décidé de créer un fonds doté de 2 milliards de francs CFA pour soutenir l'organisation du secteur de la boulangerie avec pour effet de garantir le prix du pain. C'est l'une des annonces fortes de l'atelier tenu par les acteurs du secteur à Yamoussoukro entre le 19 et le 22 février 2023. Le prix du pain ne subira certainement pas une augmentation dans les semaines et les mois à venir, avec l'appui financier apporté par le gouvernement au secteur de la boulangerie. On se souvient qu'il y a peu, les boulangers avaient décidé d'organiser une grève pour exprimer leurs intentions d'augmenter le prix du pain. Cette grève vise à amener l'État à avoir une oreille attentive parce que la farine a augmenté, passant de 21 750 francs CFA, le prix usine, c'est-à-dire le sac de 50 kg, à 25 500 francs CFA, soit une progression de 3 750 francs CFA, avait relevé Amadou Koulibaly, président du haut patronat de la boulangerie et de la pâtisserie de Côte d'Ivoire. On ne peut plus absorber ce coût. Il doit y avoir une augmentation. Sinon, à ce prix, on ne s'en sort pas, a-t-il insisté. Finalement, la grève a été suspendue et les acteurs ont été reçus par les membres du gouvernement. À court terme, le gouvernement a pris des mesures additionnelles, notamment l'exonération des droits de douane sur l'importation du blé, en vue d'un appui au secteur de la farine blé pour assurer un approvisionnement régulier du marché ivoirien. Toujours dans sa vision de privilégier le dialogue, le gouvernement du président Alassane Ouattara a instruit le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME à discuter avec les acteurs de la boulangerie sur la problématique qui mine le secteur. À cet effet, un atelier de validation d'un projet de texte réglementaire devant réformer la filière de la boulangerie en Côte d'Ivoire s'est ouvert à Yamoussoukro le dimanche 19 février et pris fin hier, mercredi 22 février 2023. En résumé, le gouvernement a décidé de débloquer une subvention de 2 milliards de francs CFA pour accompagner la création du fonds de garantie dédié au secteur de la boulangerie et la transformation structurelle de la filière blé, farine, pain. Il me plaît, au nom du ministre Souleymane Diarra-Souba, d'annoncer aux acteurs de la boulangerie le déblocage par le gouvernement d'une subvention d'un montant de 2 milliards de francs CFA pour accompagner la création du fonds de garantie dédié au secteur de la boulangerie et la transformation structurelle de la filière blé, farine, pain, a informé Aimé Kouanzan, directeur général du commerce intérieur, qui a insisté pour dire que les travaux de l'atelier de Yamoussoukro seront suivis de très près par le gouvernement qui accorde une place de choix aux recommandations qui ont été faites. C'est pourquoi il a invité chacune des structures concernées par ces problématiques de la boulangerie, les fêtières de la boulangerie en première ligne, à s'engager réellement dans la mise en œuvre diligente des recommandations. Tout en reconnaissant que les défis à relever sont considérables, le représentant du ministre du Commerce a exhorté les acteurs à croire en un avenir meilleur
Au regard de la disponibilité du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et du gouvernement entier sous la houlette du Premier ministre Patrick Achi. Notons que la rencontre a enregistré la présence d'Albert Touakeli, le directeur de cabinet adjoint du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Cet atelier de Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, a réuni une soixantaine de participants issus des ministères techniques, de la société civile, des acteurs opérant dans le secteur de la boulangerie, avec comme objectif de valider dans une approche inclusive le projet de texte réglementaire devant régir la filière boulangerie en Côte d'Ivoire, tout en faisant des propositions pour remédier aux différents dysfonctionnements de ce secteur. Il a permis de valider dans une approche inclusive le projet de texte réglementaire devant régir la filière boulangerie en Côte d'Ivoire et de formuler, après examen des préoccupations des acteurs, des recommandations à soumettre au gouvernement en vue de l'assainissement du secteur et de la préservation de l'outil de production. Les travaux ont donc porté d'une part sur l'examen du projet de décret portant réglementation des activités de boulangerie et d'autre part sur les présentations suivies d'échanges et la formulation de recommandations sur le mode opératoire du fonds de garantie dédié au secteur de la boulangerie pour la parafiscalité et les frais en vigueur dans le secteur de la boulangerie, le mécanisme de fixation du prix de la baguette de pain, la mise en place d'une fiscalité adaptée au secteur de la boulangerie et la stratégie de formation des acteurs du secteur même de la boulangerie. 5 présentations en séance plénière portant sur le fonds de garantie, la formation, la fiscalité du pain, la parafiscalité et le mécanisme de fixation du prix de la baguette de pain sont prévues. Chacune des présentations a été suivie d'échanges, au terme desquels une synthèse des observations et recommandations a été faite par le secrétariat de l'atelier et validée par les participants. Puis un rapport final, produit et validé par les participants, a mis fin aux travaux à temps appris de sources concordantes. Avant les présentes assises, le comité technique de suivi de la filière blé-farine-pain avait été mis en mission avec pour feuille de route la révision du cadre réglementaire régissant l'activité de la boulangerie et l'examen des préoccupations majeures des acteurs. Les conclusions des travaux du comité ont été adoptées par le Conseil des ministres en sa séance du 30 mars 2022. À l'issue des travaux, Amadou Koulibaly, le président des boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire, a salué l'initiative du gouvernement pour avoir tenu l'organisation d'un tel atelier, qui, selon lui, a du mérite d'avoir passé en revue la chaîne des valeurs du secteur de la boulangerie et, après d'âpres discussions, de parvenir à des recommandations allant parfois au changement de paradigme, avec notamment l'incorporation des produits locaux dans la fabrication du pain. Nous voulons ici donner l'assurance de notre plein engagement à la transformation de l'économie nationale ainsi que de procéder à l'offre d'emploi à notre jeunesse, tant que les conditions de travail nous le permettront, a-t-il confié. C'est un article tiré de l'Avenir et qui a été écrit par Venance Kokora. Je suis totalement d'accord avec les procédures qui ont été engagées. Je suis totalement d'avis avec la facilité qui a été apportée. Je suis aussi d'accord avec toute la démarche qui a été impliquée. Mais la seule proposition que j'aurais eu à faire était, et si nous discutions pour trouver un mécanisme en lieu et place du blé? Un tel séminaire ayant été organisé, il aurait été encore mieux qu'on puisse penser à une alternative. C'est-à-dire, le jour où nous n'aurions plus le blé, où on n'aura plus accès au blé, qu'est-ce qu'on fait? Tôt ou tard, il va falloir qu'on se pose cette question-là. C'est vrai qu'on peut résoudre les problèmes aujourd'hui sur le court terme, mais il faut aussi aller plus loin. C'est peut-être cette proposition-là que j'aurais eu à faire. Et peut-être que chacun ici, ou bien même ces acteurs du secteur-là, devraient aussi réfléchir sur cette question-là.
Parce que nous sommes dans un monde où rien n'est statique, où rien ne demeure en l'état. On aime le pain, on ne va pas blâmer quelqu'un pour cela. Ça fait partie de nos habitudes alimentaires. Ça, c'est le monde qu'il a voulu aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on fait le jour où on n'aura pas le blé? C'est aussi cette question-là qu'il faut se poser et trouver aussi des solutions. On a des produits locaux qui peuvent être des alternatives. Les boulangers, est-ce qu'on ne pouvait pas prendre une partie de ces 2 milliards ou bien quelques sommes là-dedans pour encourager certains de nos chercheurs à créer une variété de blé qui puisse être cultivable dans nos zones? Est-ce qu'on ne pouvait pas encourager les produits comme le manioc, comme déjà d'autres produits que nous connaissons, la banane et autres, pour faire du pain avec les produits locaux qui se gâtent? Par exemple, quand je prends la banane, lorsqu'il y a tant de bananes, il y a combien de bananes qui pourrissent dans nos forêts? Alassane a déjà fait les routes. Aujourd'hui, dire qu'on ne peut plus faire sortir tout ça, c'est faux. Mais le problème, c'est parce qu'il n'y a pas l'intelligence humaine de transformer nos produits locaux pour atteindre les objectifs de consommation de nos populations. Et ça aussi, il aurait été mieux qu'on ait inclus cet élément-là dans les discussions, et les boulangers eux-mêmes, ainsi que le secteur même en entier, y compris tous les citoyens, nous devrons tous penser à cette réalité. C'est vraiment important. Le deuxième sujet est un sujet qui concerne la santé des Ivoiriens, mais surtout la santé des plus petits, ce qui nous tient encore plus à cœur. Et donc, ça concerne le lait infantile. Et comme vous le savez, en Côte d'Ivoire, presque tout se vend partout. À la Roxy, aller dans les petits marchés, on sait que tout se vend en dessous de table et maintenant on ne cache même pas. Voilà. Je veux parler des médicaments et des produits pharmaceutiques que nous mettons dans nos corps. Et donc le gouvernement a décidé que seules les pharmacies sont désormais autorisées à vendre le lait destiné aux bébés. Pour un meilleur suivi de la santé de nos bébés, la vente des laits infantiles se fera exclusivement en pharmacie à partir du 1er mars 2023 à prix et qualité garantis. C'est la décision que vient de prendre le gouvernement ivoirien conformément au décret portant réglementation de la commercialisation des substituts au lait maternel et la loi relative à la consommation, selon une note publiée sur le site gouvernemental le 23 février 2023. Les populations sont donc invitées, à partir du 1er mars 2023, c'est-à-dire les populations de la Côte d'Ivoire, à ne plus s'approvisionner en lait infantile sur l'ensemble du territoire auprès des grossistes, demi-grossistes et détaillants sur les marchés. On dit qu'il ne faut plus aller payer le lait des enfants au marché. Cette décision a été prise en vue de mieux préserver la santé des bébés. À cet effet, le gouvernement indique que des contrôles se feront sur les sites et que tous les manquements exposeront les auteurs ou l'auteur à des risques de sanctions prévues par la loi. Le gouvernement a également rappelé que devant la menace que représente la présence sur le marché de certains laits et farines infantiles, et conformément à son engagement à protéger la petite enfance, la promotion des dits produits est interdite aux fabricants et distributeurs. Le décret indique aussi que les informations présentées sur les emballages ou étiquettes de lait et farine doivent être visibles, lisibles, indélébiles, rédigées en français et traçables. Ça veut dire quoi? Les informations dans les pharmacies, c'est seulement maintenant dans les pharmacies qu'on peut payer les laits pour les enfants. Si tu vends le lait des enfants, si on t'attrape, tu vas aller en prison et puis on va te coller des amendes. Si tu te vas payer aussi le lait d'enfant, maintenant dans la pharmacie, il faut que sur l'emballage ou même l'étiquette là, ou bien que ce soit le lait ou la farine pour les enfants, il faut que les informations soient visibles. Ça veut dire que tu peux voir ça avec les yeux. Il faut que ce soit lisible. Ça veut dire même si tu vois là, est-ce qu'on peut lire? Il ne faudrait pas que ce soit flou. Deuxième chose, il ne faudrait pas que ce soit il faut que ce soit indélébile. Ça veut dire les informations là, faut pas qu'on puisse effacer. Quatrième chose,
ça doit être écrit en français. Et puis, cinquième chose, ça doit être traçable. Ça veut dire, il doit avoir des barcodes avec des numéros pour qu'on sache le lait là, ou bien la farine là, fait partie de quel lot, c'est quel numéro. Généralement, il y a des barcodes pour cela, etc., etc. Si toi, tu ne vois pas tout ça, donc il faut douter. Et il faut appeler directement pour dire, je suis venu à la pharmacie avec le rapport vérité. Eux, ils ont un lait ici, là. Ah, on ne voit pas les informations. Ils vont venir vérifier. En outre, la commercialisation des laits infantiles est soumise à une autorisation conjointe délivrée par les ministres en charge du commerce et de la santé. Et ça, c'est une bonne information parce qu'il faut sauver les plus petits. Et je crois que c'était une information qui était importante à donner à tous pour qu'on puisse quand même savoir là où nous allons. Et donc, nous passons à la cinquième information qui est la mauvaise qualité du réseau et les fausses accusations d'Orange Côte d'Ivoire compte portées au BTP. Directeur général d'Orange Côte d'Ivoire, Mamadou Bamba, n'est pas du tout content de la société BTP Porteo, spécialisée dans la réalisation d'infrastructures routières, de voiries et de réseaux divers. Et pour cause. Inadmissible et irresponsable, les coupures sauvages de fibres optiques reliant nos antennes sont la première cause de la mauvaise qualité des services, de l'isolement de nos services publics, hôpitaux et entreprises. Stop à l'incivisme, a tweeté jeudi, c'est-à-dire hier, Mamadou Bamba, en pointant un doigt accusateur sur la société citoyenne Porteo BTP. Depuis quelque temps, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, et la plupart des grandes villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire sont en chantier dans le cadre du développement du pays et des questions d'énergie. Ces travaux ne sont pas sans conséquence sur la qualité des services des réseaux de téléphonie mobile. Pour tenter d'y remédier, le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, avait promis en septembre 2022 de rencontrer les différents ministères concernés par la situation, à savoir celui de la construction, du logement et de l'urbanisme, de l'équipement et de l'entretien routier, y compris de l'énergie, des mines et du pétrole. De son côté, le directeur général d'Orange Côte d'Ivoire, Mamadou Bamba, avait insisté que les causes de ces problèmes de réseau sont exogènes, évoquant plutôt des faits liés à la fourniture de l'énergie dans certaines zones du pays ou la coupure des câbles de fibre optique ainsi que des travaux routiers comme dénoncé dans son tweet. Mais pour un proche du PDG de Porteo BTP, les accusations contenues dans le tweet du directeur général d'Orange Côte d'Ivoire frisent carrément la diffamation et sont totalement inamicaux. Le DG d'Orange Côte d'Ivoire s'est permis d'accuser sans fondement une entreprise citoyenne. Une image de boue montrée sur Twitter accusant Porteo BTP. Cela est anti-confraternel entre sociétés sœurs. La mesure d'un responsable aurait été d'approcher les dirigeants de cette société plutôt que de la livrer à la vindicte publique. C'est offusquer notre source. Même son de cloche pour Michael Jensen, chef de mission de l'AGEROUTE, qui suit les travaux en question. Sous le tweet du DG d'Orange Côte d'Ivoire, l'homme fait une mise au point. Monsieur Bamba, je vous informe que votre sous-traitant était présent en cas de coupure, planifié et terminé depuis la semaine dernière. C'est vraiment irresponsable de votre part car votre réseau Orange était sans grille avertisseur et à la mauvaise profondeur de ce qui est normal, a-t-il énoncé. Et donc, c'était le ping-pong qu'il fallait avoir ici. Mais ce que j'aimerais dire,
Tout ça, ce sont des aspects techniques que nous ne maîtrisons pas. Mais ce que nous savons par contre, est-ce que le directeur d'Orange Côte d'Ivoire peut aller payer une chaussure qui n'a pas de semelle? Est-ce qu'il peut aller payer une chemise bien jolie mais qui manque 3 ou 4 boutons? Est-ce qu'il peut aller payer une nourriture qui est à moitié, je vais dire déjà, fermentée? C'est simplement une manière de lui dire que nous, ça ne nous intéresse pas, les détails qu'il veut donner là. Ce qui nous intéresse, c'est que la mauvaise qualité du service qu'il est en train de trouver aujourd'hui, les responsables qu'il faut accuser, que ce soit Dieu, que ce soit les anges, que ce soit le démon, que ce soit porté au BTP. Mais moi, le consommateur, quand j'ai payé mon produit là, je m'en fous. Ce que tu m'as promis là, c'est ce qu'il faut me donner. Mais ce n'est pas aujourd'hui que la qualité du service est mauvaise. Ce n'est pas aujourd'hui que ce fait-là existe. Et il y a aussi le monopole d'Orange sur les télécommunications en Côte d'Ivoire. C'est un problème gênant. C'est un monopole. Et ça, même je crois bien, j'ai eu à le faire ici, la CEDEAO même est contre cela. Et à un certain moment, c'est aujourd'hui Orange qui fait qu'on ne peut même pas harmoniser le prix même de l'Internet en Côte d'Ivoire. Normalement, aujourd'hui, selon même les plans du gouvernement, si on veut informer nos populations et essayer de faire une bonne promotion même des politiques du gouvernement, aujourd'hui, l'Internet avec appel illimité, Internet illimité, appel illimité, on doit faire ça à 10 000 francs CFA. Non seulement ils n'investissent pas avec du bon matériel et ils n'investissent pas correctement, mais ils ont les prix les plus chers. Nous avons les mêmes situations géographiques que le Sénégal. Mais le Sénégal aujourd'hui, l'Internet et les appels sont 10 fois, 15 fois moins chers qu'en Côte d'Ivoire. Qu'on nous explique pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu prends le Ghana, etc., alors que nous sommes proches de la fibre optique, nous avons toutes les commodités qui sont là. Mais malgré cela, non. 200 francs, tu as 1 mégawatt, etc., etc., en train de mentir aux gens. Mais à un certain moment, il faut sortir de cela. Non seulement la qualité du service que vous offrez est mauvaise, mais vous faites du monopole qui est injuste, inique. Et en plus de cela, vous voulez vous justifier. Je trouve que ça fait trop de lacunes. Je parle d'Orange Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens devraient se réveiller. Les Ivoiriens devraient prendre conscience. Regardez autour de vous. Les pays qui sont moins développés que nous, qui sont même des pays même qui ont une mauvaise situation, qui sont loin de la fibre optique, sont dans les meilleures conditions. Mais bizarrement, Orange, dans le monde entier, a réalisé son plus gros bénéfice à partir de la Côte d'Ivoire en 2022. Comment comprendre cela? Ça veut donc dire simplement que Orange abuse des populations de la Côte d'Ivoire. Est-ce avec la complicité du gouvernement? Je ne saurais le dire pour l'instant. Mais toujours est-il que nous, les populations, si nous nous impliquions pour dire que les prix sont trop, Orange Côte d'Ivoire, toutes les sociétés ivoiriennes, faites un prix unitaire de 10 000 francs par mois. Appel, tout réseau confondu et Internet illimité. Le gouvernement lui-même va voir les avantages que ça va lui apporter. Il y a combien de bonnes politiques qui sont là? Il y a combien de cyberactivistes du RHDP qui ne peuvent même pas communiquer? Il y a combien de personnes qui auraient pu aller à l'école et s'instruire? Il y a combien de personnes qui aujourd'hui, avec la télémédecine, auraient pu sauver le pays? Mais le coût dissuasif, le coût inaccessible de l'Internet est quelque chose. Et en plus de cela, il faut encore encaisser la mauvaise qualité. Monsieur Bamba d'Orange Côte d'Ivoire, le DG d'Orange Côte d'Ivoire, vous êtes en train de mener un faux combat pour vous justifier, puisque dans l'article, le monsieur que vous avez accusé vous dit que c'est anti-confraternel. Vous êtes des amis, c'est gâté entre vous, c'est pourquoi ça sort maintenant. Mais nous, on va vous dire votre vrai nom. Vous abusez des Ivoiriens. Je parle d'Orange Côte d'Ivoire. Tout ce qui se passe là, ce sont des effets secondaires. Avant ça, là, la qualité de votre service était mauvaise. Et ça ne se fait que grandissante. Ça, il faut qu'on vous dise ça. Et les Ivoiriens, s'il y avait véritablement des sociétés civiles, devraient se lever pour dire non. Devraient se lever pour dire pourquoi l'intérêt, pour poser des questions au gouvernement. Mais on est là, dans un moutonisme grossier, dans un dogmatisme moutonnier. Nous, les Ivoiriens qui pensons qu'on est mieux que tout le monde,
Il n'y a pas plus moutonnier que nous. On est là, on nous abuse. Ah, ils ont augmenté le prix du pain. Ah, ils ont augmenté le prix des légumes. C'est nous, on est là toujours pour constater les faits. Mais on ne trouve jamais la force en nous-mêmes de dire qu'est-ce qu'on fait pour régler le problème. Si les Ivoiriens se lèvent aujourd'hui pour dire on va boycotter Orange, une simple société a pu faire changer les tarifs des transferts d'argent ici. Une seule société. Mais nous, les Ivoiriens, on fait quoi? Chacun assis, on attend que Éclaireur avec son petit groupe. Moi, je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai les moyens de payer l'Internet là. Mais et toi? Avec l'Internet là, si on lutte ensemble là, que l'Internet devient à 10 000 là, tes enfants là, tu n'auras même plus besoin de prendre maître des maisons. Tu leur montres comment utiliser Internet, eux-mêmes vont aller là. Ils vont comprendre les coûts. Mais toi, tu es là, c'est Babo Tiem, c'est Bédier Tiem. Tu préfères prendre l'argent pour aller payer 4 des PPACI et puis maintenant, ils vont aller payer des armes pour venir tuer les Ivoiriens. Mais ils ne vont pas louper ta famille aussi. Il faut continuer à être mouton. Je parle de nous tous les Ivoiriens. Au lieu de lutter pour nos propres intérêts, on est là, oh non, 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 comme on dit, Damana Fika s'en va. Bon, maintenant là, on l'a condamné maintenant en chose là. On lui a donné les motifs aujourd'hui. Si vous étiez garçon là, pourquoi vous n'êtes pas sorti? Si vous étiez garçon là, pourquoi vous n'êtes pas l'accompagner en groupe? Parce que votre dogmatisme moutonnier qui vous dit que c'est comme si... Sortez. On vous a toujours dit, si vous sortez là, vous allez connaître l'odeur. Vous allez connaître l'odeur de l'air qui existe dans la zone. Si vous pensez que vous êtes trop beau et que les gens vous aiment, je parle des militants du PPACI. On va enlever votre imbécilité là dans votre corps. Des chiens, des sauvages, des bandes d'animaux comme ça. Vous pensez que vous êtes encore dans l'époque du Néandertal? Venez vous amuser avec les gens. La haine qu'on a contre vous pour vous attendre là, on va vous expédier là où il faut. Des bandes d'animaux sauvages que vous êtes. C'est Alassane Ouattara qui s'amuse avec vous. Mais tôt ou tard, Alassane Ouattara va quitter. Et ce pays-là, on va se mesurer dans ce pays-là. Et on va savoir qui est qui. Les parents des gens que vous avez tués là, ils vous attendent de pied ferme. Et on s'en va prendre des gens comme des Pucheries, la galeuse, avec des chiens comme les 2007. Voilà un gros poltron aujourd'hui qui se cache pour écrire une lettre à Ouattara. Pardonnez, donnez-moi votre clémence et tant. Non, 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 quand tu es un garçon là, tu as un langage. Quand tu es un garçon là, qu'est-ce que tu as fait là? Tu es sûr que c'est la vérité là. Tu ne baisses pas la tête. Donc la lettre que tu as écrite pour demander pardon là, il faut aussi expliquer pourquoi tu demandes pardon. Et il faut tout mettre sur papier. Et puis tu vas signer. Donc les animaux ambulants, les vieilles poclés comme la Chakone qui sortaient pour dire que Peter n'a rien fait, il n'a rien. Tu n'as rien fait, puis tu demandes pardon. Tu n'as rien fait, tu écris une lettre à Alassane Ouattara pour lui demander sa clémence et son pardon. Mais Dieu est témoin sur toute chose. Le malheur que vous avez fait aux Ivoiriens, je parle de toutes ces mauvaises personnes-là, que Dieu vous retourne ça par le malheur, la maladie, la calamité, les ruines et les larmes sur vos différentes familles. Et là, comme ça, vous allez comprendre. Donc, Orange Côte d'Ivoire, on est ensemble. C'est les Ivoiriens qui vous caressent. Sinon, partout aujourd'hui, là, un service, là, Orange aujourd'hui, la communication, là, ça fait partie, selon en tout cas les règles de l'ONU, là, l'Internet fait partie des besoins vitaux aujourd'hui. Ça veut dire, Internet, là, c'est comme l'eau à boire aujourd'hui. Si quelqu'un n'a pas Internet, c'est comme s'il n'a pas d'eau. Ça fait partie de notre vie. Et ça, vous profitez d'un aspect vital pour essayer de vous enrichir de façon ostentatoire, illicite, illégale et honteuse. Et vous êtes incapable d'offrir un service de qualité aux Ivoiriens. Et vous voulez venir dire, non, 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 c'est une fibre qu'ils ont coupée. Non, 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 c'est un oiseau qui a pissé sur peut-être le satellite là. Bon. S'il y avait un mariage des chiens sur peut-être la route de Dabou, c'est ce qui a fait que le réseau déconne. Tout ça, ce sont des arguments fallacieux, irresponsables, honteux. Diminuez le prix de vos services qui sont exécrables et honteux. Ou bien améliorez-les et essayez de regarder autour de vous et ayez un peu honte. Même si vous n'avez pas peur de Dieu, ayez un peu honte en vous disant que les autres voient ce qui se passe ailleurs. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a un prix qui fait honte à l'humanité. Et quand je vous vois être heureux de dire Orange a réalisé ses meilleures performances économiques, je dis malheur à vous. Malheur à vous qui thésaurisez les souffrances du peuple et qui en êtes fiers. Parce que cela va se transformer en feu d'enfer sur vous.
Et donc, nous avons, pour terminer ici, notre père Alexis Diet qui a eu à écrire une série d'articles sur l'intervention de M. Sergei Lavrov. Et je vais vous lire ça ici et on va terminer. Et il disait ceci, lettre à M. Sergei Lavrov. Puissent vos relais activistes et vos trolls sur les réseaux sociaux et sur les espaces informationnels que vous investissez pour y diffuser les propagandes et les offensives de désinformation au service de vos visées expansionnistes en Afrique, vous transmettre ce message. Il devrait pouvoir vous renseigner sur la profondeur des illusions du régime du Kremlin quant à la réalité du terrain d'un continent africain dont vous ignorez les évolutions et les dynamiques profondes. Les élites, entre guillemets, locales, stipendiées, qui servent de relais à l'expansionnisme impérialiste et néocolonial du régime de M. Vladimir Poutine en Afrique, dans sa concurrence avec l'Occident, ne sont guère représentatifs du continent. Les peuples d'Afrique noire et les élites les plus représentatives du continent, qui ne sont pas vos interlocuteurs, voient dans le régime autocratique et guerrier russe et un anti-modèle et un repoussoir absolu. La réalité du terrain est que les peuples africains sont depuis près d'un quart de siècle, à l'image des Polonais, des Ukrainiens, des Tchèques, des Slovaques, des Roumains, des Baltes, l'expérience de la liberté politique, à la différence du peuple multi-ethnique russe, qui ne connut successivement en son histoire que l'impérialisme de la Grande Russie, la dictature soviétique et maintenant la dictature oligarchique, totalitaire et mafieuse du régime de M. Vladimir Poutine. Après la colonisation occidentale, les peuples africains, en leur majorité, réussirent à conquérir de haute lutte dans les États postcoloniaux le régime de démocratie pluraliste dont les dictatures et les autocraties du temps de la guerre froide. Ils expérimentent depuis lors, notamment en Côte d'Ivoire, ce bien politique absolu en grand caractère, consistant pour un peuple à pouvoir choisir librement ses dirigeants, à les contrôler et à les destituer quand ces derniers se révèlent incapables de respecter leurs droits fondamentaux, de remplir leurs promesses électorales, de répondre à leurs demandes sociales. Ces peuples africains qui font l'expérience de la démocratie pluraliste entendent ne pas se laisser désapproprier par quiconque de ce régime de liberté en grand caractère. Ils sont décidés à le renforcer et à le perfectionner au fil du temps. La majorité des nouvelles élites africaines pensent que la démocratie pluraliste représentative ne saurait être réduite à une superstructure idéologique du capitalisme occidental, l'instrument politique de la domination des forces du capital. Plus efficiente que la révolution prolétarienne, qui accoucha bien souvent d'implacables dictatures, comme le prouve l'histoire mondiale, la démocratie pluraliste est un instrument politique universel de libération, permettant d'affirmer les forces sociales, d'y soumettre les forces politiques, de préserver les populations contre l'arbitraire du pouvoir. Vous vous trompez sur toute la ligne à propos des peuples africains et de leurs élites que vous croyez dénués de capacité de jugement, d'esprit critique et de conscience de liberté. Il n'échappe pas aux Africains lucides que le discours néo-tiers-mondiste, soi-disant anticolonialiste et anti-occidental, des circonstances de M. Sergei Lavrov et de votre régime
camoufle son expansionnisme colonialiste de pillage et de tutelle en Afrique. Les tristes performances de la milice de mercenaires russes Wagner en matière de contrôle des États, d'exactions contre les populations, de prédation des trésors publics et des ressources minéralogiques des territoires africains qu'il occupe pour le compte du régime du Kremlin en sont l'attestation concrète. Loin d'intervenir de manière altruiste en Afrique pour libérer les Africains d'un soi-disant néocolonialisme occidental, le régime russe, dont vous êtes le ministre des Affaires étrangères, tente en réalité d'évincer en Afrique ses ennemis et concurrents occidentaux dans une vision obsolète de reconquête, de précaré et de chasse gardée. La démagogie tiers-mondiste et anticolonialiste de M. Sergueï Lavrov en Afrique, le camouflage d'un aventurisme impérialiste et néocolonialiste. Permettez-moi donc, M. Sergueï Lavrov, dans cette seconde partie de ma lettre, de commencer par l'une de vos contradictions internes. Ces contradictions de fond semblent invalider le discours néocolonialiste et tiers-mondiste, soi-disant anticolonialiste et anti-impérialiste. Partant du principe qu'il faut régler les problèmes africains avec des solutions africaines en grand caractère, vous dites, apporter votre soutien au règlement des problèmes sur le continent africain entre guillemets. D'où cette question de fond. Quelle solution africaine pouvez-vous, M. Sergueï Lavrov, apporter en tant que Russe et ministre des Affaires étrangères de l'État russe aux Africains pour résoudre leurs problèmes africains? Première question. D'un point de vue à la fois logique et politique, vous ne pouvez, en ces qualités, apporter la moindre solution africaine aux sociétés africaines et aux États africains pour résoudre leurs problèmes africains. Aux sociétés africaines et aux États africains, vous apportez un package de solutions politiques russes aux problèmes russes d'expansion géopolitique et géostratégique du régime du Kremlin, dont vous êtes le ministre des Affaires étrangères. Avec la complicité active d'une minorité d'élites locales stipendiées, la Centrafrique, le Mali, le Burkina Faso sont en voie de vassalisation dans une logique régressiste de retour au précaré de la guerre froide qui constitue la ligne directrice de la politique étrangère belliciste et guerrière du Kremlin de M. Vladimir Poutine. N'est-il pas significatif que la Chine, votre allié stratégique, qui entend au contraire s'inscrire comme acteur de premier plan dans le nouveau monde globalisé, conseille à M. Vladimir Poutine d'abandonner la mentalité de la guerre froide et sa politique belliciste de guerre d'anéantissement nucléaire? Comment voulez-vous aider les Africains à se libérer du soi-disant néocolonialisme français, entre guillemets, et du soi-disant impérialisme américain, entre guillemets, avec un package de solutions, entre guillemets, impérialistes destinées à aliéner la souveraineté des États africains aux visées géostratégiques du Kremlin? Vous voulez en réalité recréer à nouveau un monde bipolaire à l'avantage d'un nouvel État impérial russe en esclavagisant, en vassalisant les pays africains. Soit dit en passant, pour faire un clin d'œil à l'histoire, les États postcoloniaux africains du précaré soviétique, sous la guerre froide, ne connurent que la dictature, le sous-développement et le pillage de leurs ressources par le régime soviétique. À l'instar des universités occidentales, l'université Patrice Lumumba de Moscou fut un lieu d'acculturation, planifié des nouvelles élites de l'Afrique postcoloniale. Elle forma des apparatchiks et des idéologues qui constituèrent les dirigeants
et les nomenclatures des dictatures régnant le précaré soviétique du continent durant la guerre froide. En ces États, le rôle de ces élites, de ces nomenclatures et de ces idéologues fut de soviétiser les sociétés africaines, d'arrimer les États à Moscou. Ils installèrent à cet effet, à l'image du régime soviétique russe, un modèle étatique totalitaire, bloquèrent tout changement historique, monopolisèrent le pouvoir d'État sous un ethno-nationalisme et sous un anticolonialisme suranné d'opérette. Dans la continuité de ce projet, ils firent avorter l'expérience démocratique pluraliste. Ils se transformèrent en oligarques corrompus, en réinterprétant sous un ethno-nationalisme et un anticolonialisme opportuniste la démocratie comme oligarchie d'élite lignagère. En Afrique, l'État russe, depuis le régime soviétique de Khrouchtchev et de Brejnev jusqu'au régime oligarchique mafieux du clan Poutine, n'a poursuivi que ses intérêts particuliers et géostratégiques en concurrence avec l'Occident. De par votre fonction de ministre des Affaires étrangères de la Russie, vous défendez en Afrique tous les Africains dotés d'un minimum de culture secondaire et universitaire le savent, les intérêts géostratégiques et géopolitiques de l'État russe. Vous n'intervenez pas en Afrique pour y défendre les intérêts souverains des États africains dont vous réussissez à transformer les dirigeants en obligés du régime de M. Vladimir Poutine et en relais serviles de l'expansionnisme de la Russie en Afrique subsaharienne. Les contradictions internes de votre rhétorique et votre offensive diplomatique en Afrique en révèlent la démagogie. Elles dévoilent la nature colonialiste d'un soutien entre guillemets qui n'est rien d'autre qu'un interventionnisme intrusif motivé par une volonté étatique de domination impérialiste. C'est un article qui est clair. Le voleur qui veut conseiller un autre voleur, ou quelqu'un qui est en tout cas un peu plus honnête que lui, ainsi pourrait-on résumer donc la posture de la Russie en Afrique. Mais les États qui n'ont pas une bonne connaissance du fonctionnement du monde et qui se laissent prendre à ce jeu-là, je crois que chacun peut choisir le destin qu'il veut s'offrir, mais les conséquences ne manqueront pas de frapper en plein visage. Et donc, mesdames et messieurs, c'était tout ce que nous pouvions faire aujourd'hui. Mais avant de terminer définitivement, nous avons ici Sundiata le Conquérant qui nous a laissé une note vocale que nous allons écouter ensemble. Et après donc cette note-là, on va mettre fin à l'émission du jour. Je vous dis merci infiniment et merci surtout d'avoir fait les efforts que vous avez faits en sécurisant l'émission et surtout en partageant. Bonjour ou bonsoir à tous, comment vous allez? Il me plaît aujourd'hui de prendre la parole pour à nouveau m'exprimer sur deux sujets d'actualité. Alors, le premier sujet, il s'agit de la convocation du délinquant Damana Picasse Adia par un juge d'instruction de la cellule en charge de la lutte contre le terrorisme. Et le deuxième sujet, il concerne l'acquisition frauduleuse du passeport ivoirien par certains ressortissants de plusieurs autres pays africains. Alors, en ce qui concerne le nommé Damana Picasse Adia, nous autres sur cette plateforme Éclaireur Pro Vérité et ceux qui nous suivent sont nos témoins, nous avons toujours dit que le fait de faire venir des gens comme Laurent Gbagbo, Damana Picasse, Stéphane Kipri, Charles Blé Goudé et consorts, ce n'était pas
une bonne solution pour apaiser les climats politiques ou bien pour que la Côte d'Ivoire puisse s'en sortir. C'était pas du tout une bonne solution. Nous l'avons toujours dit à maintes reprises ici. Et ça, c'est pas du tout nouveau. Mais vous savez, il y a en politique ce que vous pouvez penser en tant qu'observateur ou militant, mais il y a aussi la réalité du terrain pour celui qui est en charge de la gestion de la chose publique. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Et le président Alassane Ouattara a laissé rentrer les Damana Picasse, les Katina Kone, les Charles Blé Goudé, les Stéphane Kipré, Gbagbo Laurent et consorts. Bon, nous ne sommes pas dans le secret du pouvoir pour comprendre certaines choses mieux que le président de la République. Le président de la République, il est le garant du pouvoir et il a le pouvoir discrétionnaire de toutes les décisions qu'il prend. Donc, sur la question, ils sont rentrés. Laurent Gbagbo, Blé Goudé, Damana Picasse, Stéphane Kipré, Katina Kone, tous ces gens qui ont fait du tort, qui ont créé la zizanie, qui ont fait tuer les innocents, qui ont pillé les caisses de l'État, qui ont éventré des Ivoiriens, qui ont commis tous les crimes que vous connaissez. Ils sont bel et bien en Côte d'Ivoire. Et ils continuent même de tenir des meetings, de faire des réunions politiques, de faire des conférences de presse, de menacer le pouvoir. Et nous ne sommes pas surpris. Laurent Gbagbo, il a lancé ses chiens de guerre, qui sont Stéphane Kipré, Damana Adja Picasse, Katina Kone, sur les terrains pour tenir des propos belliqueux, pour provoquer, pour sonder les terrains, pour préparer les esprits à la révolte. C'est assez clair sur la question. Il n'y a même pas à réfléchir 1000 fois pour comprendre. Mais nous l'avons toujours dit, que ces gens-là, si ça ne tenait qu'à nous, ils ne feraient plus politique dans ce pays. Moi, personnellement, je l'ai dit à qui veut l'entendre. Si ça ne tient qu'à moi seul, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Zéro, Simon Gbagbo, Katina Kone, Stéphane Kipré, Damana Adja Picasse, ils ne feront plus politique sur la scène politique ivoirienne. Non, c'est fini. Ils ne peuvent plus faire politique dans ce pays. Si ça ne tenait qu'à moi. Je l'ai toujours dit. Et je ne cache même pas. Voici des gens qui ont créé tout le tort que vous pouvez vous imaginer aux Ivoiriens et qui malheureusement reviennent encore pour mettre le pays en difficulté. Et nous l'avons toujours dit, il va falloir trouver un moment bien précis pour faire le nettoyage. Le nettoyage que le président de la République et le RADP ne veulent pas faire, ce nettoyage va s'imposer. Il va falloir nettoyer ces gens-là pour de bon, pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Donc, s'ils ont recommencé les mêmes bêtises, il n'y a pas péril en la demeure. L'occasion va se présenter et on verra. Moi, je ne sais pas sur quoi les Damana Picasse et consorts comptent. Ils savent sur quoi ils comptent. Ils ont des gens sur lesquels ils comptent pour semer le chaos. Mais ce chaos-là, le gouvernement et les RADP ne doivent pas laisser ce chaos prospérer. La Côte d'Ivoire est dirigée. La Côte d'Ivoire est en de bonnes mains. Il ne faut même pas laisser ne serait-ce qu'une seconde à ces malfaiteurs
d'encore créer des problèmes à des innocentes personnes qui vivent paisiblement en paix et qui sont toujours à la recherche de leur pain quotidien parce que le pays est en paix. Il faut trouver les moyens de mettre hors état de nuire tous ces délinquants politiques qui polluent l'atmosphère aux Ivoiriens. Le Damana Pécasse et consorts, il est convoqué ce vendredi en justice. Que la justice fasse son travail. Si la justice n'arrive pas à faire son travail, il va falloir trouver la formule pour mettre fin à la politique de ces voyous-là dans ce pays. Nous sommes suffisamment fatigués. Nous l'avons toujours dit. Ceux-là, moi personnellement, je ne veux même pas les voir dans ce pays. Le fait même que Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Damana Pécasse, Katina Kone, Stéphane Kipré continuent de se pavaner en Côte d'Ivoire. Moi-même, je ne supporte pas. Il faut que je sois suffisamment franc. Je ne supporte pas. Je ne peux pas accepter que des malfaiteurs qui ont tué des innocents continuent encore de créer un climat de terreur pour encore tuer des innocents. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter. Sur cette plateforme, nous avons été suffisamment clairs et limpides sur la question. Il va falloir mettre hors état de nuire tous ces malfaiteurs. La Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre de laisser des gens qui vont continuer de troubler la quiétude des Ivoiriens. Nous réclamons la fermeté, nous réclamons la rigueur, nous réclamons la rigueur absolue. Ces délinquants-là, je ne vois pas qu'est-ce qui va se passer si on décide de les mettre hors état de nuire. Il faut les mettre hors état de nuire, je l'ai toujours dit. Même s'il faut les emprisonner à vie, c'est ce qui va se passer. Ça ne peut pas continuer comme ça. La Côte d'Ivoire est en paix depuis 2011. Il n'y a que toujours eux, les Gors. Après, c'est souvent les Souris et consorts. C'est toujours eux qui mettent tout en œuvre pour créer des foyers de tension. Ils ont essayé en 2020. Ils n'ont pas eu gain de cause. Ils essayent par plusieurs stratégies pour déstabiliser. Le complot pour faire arrêter nos soldats au Mali, les 49, c'était Guillaume et les Gbagbo et consorts. Mais très souvent, nous constatons malheureusement que quand ils sont arrêtés, des jours après, on les remet en liberté. Nous sommes surpris. Pulchérie Galeuse, qui est sorti de prison, c'est pourquoi. Si son coup avait marché, la Côte d'Ivoire allait être aujourd'hui dans tous les problèmes. L'objectif, c'était de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais elle est sortie de prison, pourquoi? Damana Pécasse qui menace, il va menacer qui? Cela ne peut pas nous effrayer. À un moment donné, il va falloir prendre ses responsabilités, mettre tous ces criminels et ces délinquants, ces voyous, ces vagabonds hors état de nuire, il le faut. Je voudrais en appeler à une prise de conscience collective de tous les jeunes. Il faut que le gouvernement et les RHDP prennent leurs responsabilités. On ne va pas attendre de sorte à arriver à une situation où un jour, on va dire non, il y a affrontement entre PPACI et des Ivoiriens. Non. Ceux qui sont chargés de maintenir l'ordre
de mettre hors état de nuit les vagabonds, les délinquants, les criminels, les fauteurs de troubles. Il faut qu'ils fassent leur travail. Il est grand temps d'anticiper. Nous le disons à tout moment. On ne va pas accepter ça. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout content de ce que je vois. Damana Picasse qui menace de prendre les rues. Depuis que ce pays existe, ça fait combien de fois il menace? Il a déchiré les résultats des élections en 2010. Après, il a fui. Cette fois-ci, il va fuir pour aller où? Il menace. S'il menace, il sait qu'il compte sur quelque chose. Nous l'avons toujours dit, il faut clouer le bec définitivement à cette bande de vagabonds et de voyous pour que la Côte d'Ivoire avance. Ça, c'est ce qui concerne le premier sujet. Le deuxième sujet, concernant les passeports. Alors, vous pouvez voir et constater que lorsque vous êtes hors du pays, ou bien lorsque même vous suivez l'actualité, vous pouvez apprendre comme ça souvent, dans plusieurs pays d'Europe ou du Maghreb, qu'il y a des Ivoiriens qui sont impliqués dans des choses pas catholiques. Souvent, c'est la vente de stupéfiants, souvent c'est le trafic, souvent c'est l'immigration clandestine, souvent ce sont des activités illicites qui ternissent l'image de la Côte d'Ivoire. Mais à la vérité, qu'est-ce qui se passe? Il faut être suffisamment clair. Bien des fois, ce n'est pas des Ivoiriens. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Ce sont des ressortissants d'autres pays africains en dehors de la Côte d'Ivoire qui sont conscients et qui savent que la Côte d'Ivoire a une bonne image en ce moment hors du pays. Donc, ils ont mis tout en œuvre pour obtenir le passeport ivoirien frauduleusement. Et vous savez, la question de la nationalité, c'est une question qui a beaucoup créé des problèmes en Côte d'Ivoire. De sorte qu'aujourd'hui, il m'est difficile d'indexer un pays voisin X ou Y, Z donné. Mais ayons le courage de toucher le problème à sa racine. Dans nos ambassades hors de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les ambassades de la Côte d'Ivoire dans beaucoup d'autres pays, dans le Maghreb comme en Europe, il y a des Ivoiriens qui travaillent au sein de ces ambassades, qui mettent en place des réseaux pour aider des ressortissants de d'autres pays africains à obtenir le passeport ivoirien frauduleusement, moyennant de fortes sommes. Et c'est une corruption. C'est une corruption sur la ligne. C'est un système de corruption en bande organisée qui est mis en place pour vendre très cher le passeport ivoirien à des ressortissants africains de d'autres pays en dehors de la Côte d'Ivoire. Et j'ai déjà dit ici pourquoi ils le font. Ils le font pour la simple raison que avoir le passeport ivoirien, c'est comme une carte blanche qui est donnée pour pouvoir circuler très librement et facilement au Maghreb et en Europe et aussi dans plusieurs autres pays du monde sans se faire interpeller et sans être inquiété. Fort de cela, ces ressortissants de ces pays africains mettent sur la table de très fortes sommes pour obtenir le passeport ivoirien frauduleusement. Et ces passeports-là, c'est dans les ambassades, lors de l'enregistrement, lors de l'enrôlement, c'est dans nos ambassades ivoiriennes en dehors du pays que nos propres frères ivoiriens, au nom de l'argent, sont prêts à vendre la patrie. Ils vendent très cher
le passeport ivoirien à ces gens-là. C'est un réseau, c'est un système très bien organisé. Une fois que le pétitionnaire il est enrôlé comme ça, depuis l'ambassade, le dossier il est acheminé au niveau de la Côte d'Ivoire ici. Si on demande un dossier qui est déjà très bien organisé dans le montage, une fois ici, les gens ils ne trouvent rien à redire que d'éditer le passeport. C'est ce qui se passe. Mais nous demandons sur la question que le président de la République se saisisse de cette question. Parce que notre objectif n'est pas celui de remettre en cause la nationalité des gens, non. Mais notre objectif, c'est de protéger l'image de la Côte d'Ivoire. L'image de la Côte d'Ivoire est ternie par des gens qui ne sont pas ivoiriens et qui ont goupillé pour avoir le passeport ivoirien. Au nom du passeport ivoirien, ils sont des voyous au Maghreb, en Europe. Au nom du passeport ivoirien, ils sont des vendeurs de stupéfiants et de produits illicites au Maghreb et en Europe. Au nom du passeport ivoirien, ils exercent dans l'immigration clandestine le trafic humain. Ils font de mauvaises choses au nom du passeport ivoirien. Voilà où le bas blesse. Voilà là où il y a danger. L'image des Ivoiriens ne peut pas être ternie par la faute de certains voyous en bande organisée ou bien des délinquants. Donc sur la question, nous demandons au président de la République et au gouvernement ivoirien de mener des enquêtes approfondies dans les ambassades de la Côte d'Ivoire, dans les pays maghrébiens et dans les pays d'Europe. Il faut que des enquêtes approfondies soient menées pour savoir comment est-ce que ces gens qui obtiennent le passeport ivoirien frauduleusement procèdent. Il faut mener des enquêtes au sein de nos ambassades. Tous ceux qui seront attrapés dans ces enquêtes-là, il va falloir qu'ils soient renvoyés de ces ambassades. Tous ceux qui sont impliqués dans l'établissement frauduleux du passeport ivoirien, il est important de les renvoyer définitivement de nos ambassades, de nos chancelleries, de nos consulats. Il est important. Il faut que l'image de l'Ivoirien soit préservée. L'Ivoirien tel que nous le connaissons, son comportement est nettement meilleur que le comportement de beaucoup d'autres Africains. Mais ces derniers temps, vous arrivez dans un pays comme la Tunisie, l'image de l'Ivoirien est ternie. Vous arrivez souvent dans beaucoup de pays européens, en Italie, l'image de l'Ivoirien est ternie. Vous arrivez en Belgique, l'image de l'Ivoirien est ternie. Vous arrivez dans beaucoup d'autres pays. Souvent, on parle mal des Ivoiriens pour la simple raison que des non-Ivoiriens ont obtenu le passeport ivoirien frauduleusement. Et à partir du fait qu'ils ont le passeport ivoirien, ils sont jugés comme étant des Ivoiriens ou bien comme étant des gens qui travaillent au nom de la Côte d'Ivoire. Et ceci nous pose problème. Je l'ai dit, dans ce que je suis en train de dénoncer, je ne suis pas en train de renier ou bien de refuser la nationalité à certains. Je ne suis pas en train de sombrer dans la xénophobie. Je ne suis pas en train de sombrer aussi dans des mots que nous avons connus ici, dans des problèmes que nous avons connus. Loin de là. Je suis en train de dénoncer un problème qui peut porter préjudice à la Côte d'Ivoire. Donc, il faut que des enquêtes soient menées dans nos différentes ambassades pour savoir ce qui se passe en ce qui concerne l'établissement du passeport ivoirien. Et tous les demandes de passeport qui vont venir
depuis nos ambassades, surtout les nouvelles demandes et les demandes qui ont été établies ces 7 dernières années, de 2015 pour remonter jusqu'à les 2023, il faut que les gens regardent de près. Il faut que les gens regardent de près. Parce que la Côte d'Ivoire est une destination qui fait vendre. Donc, du coup, aujourd'hui, les gens savent que quand tu as le passeport ivoirien en main, c'est comme si tu as de l'or entre tes mains, tu peux circuler facilement. Il faut que les gens regardent les demandes de passeport qui proviennent des ambassades ivoiriennes depuis l'extérieur du pays. Il faut que ce soit étudié attentivement. C'est un sujet que je voudrais que le gouvernement ivoirien dépose sur sa table parce qu'on ne peut pas accepter que l'Ivoirien continue de ramasser les pots cassés de certains autres Africains de par leur mauvais comportement. Ça ne peut pas continuer. Donc nous voulons que ce sujet soit étudié attentivement, que des enquêtes soient menées pour que ces pratiques qui ternissent l'image de la Côte d'Ivoire cessent définitivement. Portez-vous bien. Excellente émission à tout le monde. Nous disons merci à Soundiata le concurrent pour ces belles informations qu'il a beaucoup détaillées et ses interpellations. Et mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de l'émission. Je vais me proposer d'apporter peut-être mon idée sur la dernière question. Aujourd'hui, nous savons ce qui se passe en Tunisie. Et on est ivoiriens. Entre nous, Ivoiriens, on se connaît. Dans notre manière de parler, dans notre manière d'agir. Je n'accuse pas. Et je suis, au nom de la fraternité, en tant qu'homme, je ne soutiendrai jamais qu'un être humain soit maltraité ou vilipendé. Mais ce que Soundiata évoque, s'il y a des gens ici qui se souviennent très bien, il fut un temps où nous avions demandé sur la plateforme que des audits soient menés dans des ambassades. On avait même cité des noms. On a dit qu'il faut que des audits financiers soient menés, mais aussi des audits même sur l'état administratif aussi soient menés. Mais comme nous, le pouvoir qu'on a, c'est de pouvoir informer, d'anticiper sur les événements, les gens ne nous ont pas écoutés. Aujourd'hui, ce sont les conséquences là que vous voyez là. Tout le monde sait que les Camerounais là, il y a des circuits, ça m'a fait passeport ivoirien à 150 000. Tout le monde connaît. Est-ce qu'un Camerounais haineux, mangeur de chair humaine, peut représenter la Côte d'Ivoire? Donc quand ils vont dans les pays là, leur mauvais comportement là, leur comportement de mangeur de chair humaine là, c'est ce qu'ils s'en vont faire dans les pays comme la Tunisie là. Hier, Alassane Ouattara a convoqué réunion d'urgence pour parler du cas. Monsieur le Président, ce que tu vas aller prendre là, quand ils vont venir là, ils n'ont pas de parents en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas des Ivoiriens. À cause d'eux, les vrais Ivoiriens qui sont en Tunisie vont maintenant avoir des problèmes. Parce que noir, c'est noir. Mais le problème, c'est que la majorité de ceux qui disent qu'ils sont Ivoiriens et qui n'ont rien à perdre après avoir eu le passeport ivoirien frauduleusement, commettent tellement de mauvaises choses. Mais ils ont raison parce qu'à la fin de la journée, ils s'en fichent. Ils ont leur passeport camerounais, etc., malien, burkinabé dans leur poche. Et c'est à ces pays-là qu'ils se sentent liés. Et donc, ils peuvent utiliser le passeport ivoirien, tirer les avantages et après vilipender même ce passeport à travers leur mauvais comportement. C'est à ça aussi qu'on est en train d'assister. Nous, on avait attiré l'attention il y a plus d'1 an. Faisons un audit administratif dans nos différentes ambassades. Faisons un audit financier. Mais qui nous a écoutés? Et donc, c'est pas là maintenant où il y a les conséquences. On va nous dire, oh, il faut parler. Moi, je m'en fous de ce qui se passe. De toutes les façons, c'est moi, je suis là-bas. Pour que je puisse crier. Maintenant, les Ivoiriens qui sont là-bas, qui prennent les pots cassés, ah bon, Dieu va vous aider. Mais moi, je ne vais pas communiquer pour dire, pour mettre ma main sur ma tête. Au moins, ça s'est passé là. Si vous aussi, vous avez dénoncé, pour dire, il y a des gens qui sont ici là, ce sont des gens qui prennent les passeports pour faire ça là. Peut-être qu'on n'en serait pas arrivé à là. Et donc, les gens qui sont là pour jouer au médecin après la mort, moi, je ne suis pas dans ça. Soit on sauve le malade, ou soit le malade périt. Les autorités elles-mêmes, quand on les a interpellées, elles n'ont ni cherché à comprendre ce que nous leur disions, elles n'ont ni cherché à enquêter pour voir le bien fondé de ce que nous disions. Voilà aujourd'hui les conséquences en face.
Voilà les conséquences en face. Ça fait bien sûr que des Ivoiriens vont prendre des pots cassés. Mais il y a tellement de magouilles qui se passent dans ces ambassades. Il y a tellement de mauvaises pratiques dans ces ambassades que vous ne puissiez l'imaginer. À l'ambassade de France, par exemple, on a vu, sous l'époque de Bandama, des Ivoiriens se faire vendre les laissez-passer. Des Ivoiriens payer chèrement jusqu'à 500 € pour pouvoir avoir leur passeport. Les Ivoiriens payaient les rendez-vous. Les Ivoiriens payaient pour qu'on puisse, en période de confinement, pour qu'on puisse leur donner, ils devaient soudoyer pour qu'on leur donne leur passeport. Des gens qui font ça, des Ivoiriens, c'est un exemple que je prends. Nous, on ne parle jamais dans le vide. Est-ce que ces gens-là peuvent se priver de vendre le passeport ivoirien à un Camerounais? Les vrais Ivoiriens s'en vont pour leur passeport. On leur fait payer la date du rendez-vous, ce qui est illégal. On leur fait payer les frais du passeport. On leur fait payer. On bloque le passeport pour dire que ce n'est pas arrivé. Puisque nous-mêmes, on a eu un cas de flagrant délit où ils ont dit qu'ils n'avaient pas le passeport. Mais quand on a mis la pression, Mani Militari, le passeport qui devrait être délivré à Paris, la dame a été appelée et son passeport lui a été remis à Abidjan. Nous, on a tous ces exemples sur la main. Et donc, quand on parle, on ne parle pas dans le vide. Ce sont ces ambassades-là qui ont vendu les passeports aux Camerounais. Il faut avoir le courage de dire la vérité. Et après, maintenant, on s'étonne. Ceux qui se comportent mal, là, c'est leur comportement qu'ils ont depuis dans leur pays, leur vrai pays, là. C'est ça, ils s'en vont. Mais comme quand ça se gâte, là, ils disent on est ivoirien. Tant que les autorités ne vont pas prendre ce problème-là aussi, là, les gens qui vont venir là, il faut bien les sélectionner. Demande-toi là, ton village là, c'est quel village? Tu connais quelqu'un dans ton village là-bas, on vérifie. Vous allez voir qu'il n'y a pas plus de 20 ou même 30 personnes qui vont quitter en Tunisie, en tout cas parmi les Ivoiriens. Maintenant, si le gouvernement ivoirien veut jouer Papatoya ou bien veut jouer les Toronini pour aller prendre les Burkinabés, les Maliens ou bien les Camerounais pour venir maintenant, ils n'ont qu'à faire, c'est leur problème aussi, sinon on les regarde dedans. Voilà un gouvernement, eux, rien ne les fait mal. Eux là, eux sont tellement puritains. Eux sont mieux même que Jésus sur la terre. Eux sont mieux même que Dieu. Eux là, tout leur convient. Mais faites-vous cerner par vos ennemis. De toutes les façons, je vous invite à lire l'art de la guerre. Quand tu as trop pitié de ton ennemi, il va te détruire. Et si le RHDP ne fait pas attention, Alassane Ouattara n'est pas éternel. Moi, je vais vous dire ça. On aime Alassane Ouattara. Mais Alassane Ouattara, pardon fait à cause de Dieu, ne met pas en danger la vie des Ivoiriens. Quand 63% des Ivoiriens te disent aujourd'hui que Damana Picasso, Laurent Gbagbo représente une menace pour la Côte d'Ivoire, ces gens savent de quoi ils parlent. Le discours qui est tenu, quand les Odiat Lorunion sortent aujourd'hui pour venir dire nous sommes prêts à reprendre notre pays, nous sommes prêts aujourd'hui à mourir, à verser le sang, ça veut dire que vous leur avez donné toute la confiance de pouvoir reprendre les mêmes faits du passé. Est-ce qu'on a mené tout ce combat-là pour que ce soit dans le perpétuel recommencement? Est-ce que ce message-là, ça ne va pas favoriser les consciences à de nouvelles violences? À force de laisser prospérer le mal finit par vous envahir. Mesdames et messieurs, c'était ce que je pouvais dire aujourd'hui. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Nous sommes sur la terre des humains. Demain, ce sera le 25 février 2023. Je dis merci à chacun et à chacune. Et très excellente soirée.